Rebonsoir. Donc, dernier thème de cette journée très intéressante sur droits humains et entreprises, un enjeu de souveraineté européenne. Et donc, je suis ravi d'accueillir à cette table les deux intervenants, qui sont d'ailleurs deux avocats, hein, euh, un du barreau de Paris, un autre aussi qui l'était. Oui, on m'a viré là, parce qu'il paraît que je n'ai pas payé mes dernières. Ah, oui, alors là, c'est l'omission financière. Ah ben, c'est l'omission financière, hein. Ça va aller au disciplinaire. Hein. Bon, mais j'accepte de te défendre, bien évidemment, pro bono. Hein. Donc, encore merci de venir. Pascal aussi, un grand merci. Donc, nous allons débuter avec Yann qui va nous parler des entreprises sont ou seront-elles le bras armé de la boussole stratégique de l'UE. C'est vraiment un thème d'actualité. Et donc, je suis ravi de vous donner la parole. Merci beaucoup. Bonjour. Alors, moi, je m'appelle Yann Djilin-Vazovic. Je suis avocat au barreau de Paris, aussi à New York et à Washington. Et je suis très heureux d'être aujourd'hui ici à Bruxelles et d'espérer pouvoir contribuer à cette journée de formation. Et moi, ma pratique aujourd'hui au sein du cabinet, elle est axée, concentrée et presque maintenant exclusivement concentrée sur les sujets des sanctions économiques et du contrôle des exportations. On a une équipe qui, bien sûr, gère aussi les aspects américains, mais moi, personnellement, j'anime le pôle européen à Paris. Mon parcours, vraiment, j'ai évolué dans le contexte voilà, de la conformité, des enquêtes internes, mais depuis plusieurs années, je m'intéresse beaucoup aux sanctions, et puis surtout au rôle de l'Union européenne dans cet espace. Et alors, évidemment, cette année, beaucoup de questions sur les sanctions, sur le contrôle des exportations. Et une des questions qui est récurrente, au-delà du Conseil, des consultations et des questions de droit qu'on est amené à me poser, c'est, mais alors Yann, où est-ce que ça va? Qu'est-ce qu'il y aura dans le 8e, 9e paquet? Qu'est-ce qu'on essaye de faire? Quelle est la réflexion de l'Union européenne? Quelle est la logique? Quelle est la stratégie? Et donc, ce qu'on m'a demandé de faire, et ce que je vais essayer de faire, je vais peut-être échouer, mais ce sera une tentative, c'est de réfléchir un peu à cette problématique de manière transversale pour peut-être pas conclure, mais peut-être ouvrir et essayer de proposer quelques axes de réflexion suite à cette journée de formation et de se demander comment finalement ces bouleversements internationaux que nous traversons impactent la discussion de ce jour. Parce qu'évidemment, le retour de la guerre en Europe, ainsi que les mutations géopolitiques qui sont en train d'avoir lieu, mettent à l'épreuve notre capacité en Europe à promouvoir nos valeurs et notre modèle de société. Ça, c'était le point de départ d'un document qui a été présenté et finalisé cette année par le Conseil européen, sous l'initiative du haut représentant pour la politique étrangère, qu'on appelle la boussole stratégique, donc adoptée en 2022, en matière de sécurité et de défense. Alors vous allez me dire, mais Yann, pourquoi est-ce que tu nous parles de la boussole stratégique? Aujourd'hui, on fait une formation, on veut faire du droit. Quel est le lien? Eh bien, à mon sens, il y a plusieurs liens, et je crois que c'est un réel défi pour nous maintenant, avocats, de bien avoir ces liens à l'esprit pour faire avancer notre réflexion et nos conseils. Parce que dans ce document clé de cadrage, donc qui est la première génération de cette boussole stratégique, on peut lire que l'objectif, c'est d'avoir une Union européenne qui protège ses citoyens, ses valeurs et ses intérêts et qui contribue à la paix et à la sécurité internationale. Et alors cette réflexion, et je dirais en particulier le pendant droit humain, elle n'a pas commencé avec la boussole stratégique. On avait déjà, à partir je dirais, d'une dizaine d'années, en juin 2012, un cadre stratégique pour améliorer la cohérence et l'efficacité des actions de l'UE en matière de droits humains. Et ce premier cadre de 2012, il avait trois plans d'action sur trois périodes, 2012, 2014, 2015 et jusqu'à 2019, et enfin le troisième, dans lequel nous sommes toujours, de 2020 à 2024, qui annonçait deux mesures phares. D'une part, la mise en place d'un régime de sanctions économiques sur le sujet thématique de la lutte et de la réponse aux violations des droits humains, et d'autre part, l'adoption d'un devoir de vigilance en la matière. Alors évidemment, depuis 10 ans, l'espace mondial a profondément changé.
Et aujourd'hui, la question de la défense des droits de l'homme, je pense qu'on peut le dire, se pose dans des termes quasi existentiels. C'est absolument vital pour l'Union européenne. Et pour illustrer cela, je vais citer le haut représentant qui, lorsqu'il a présenté ce projet de boussole, disait notamment que dans 20 ans, l'Union européenne représentera à peine plus de 10% de la richesse mondiale et qu'à la fin du 21e siècle, l'Union européenne représentera moins de 5% de la population mondiale. Mais surtout, c'est là le point essentiel et plusieurs de mes observations vont dériver de là, certains de nos concurrents défendent des valeurs très différentes des nôtres, ce qui constitue une menace pour notre pouvoir normatif. Nos valeurs libérales sont de plus en plus contestées et cette bataille des récits, dans cette bataille, eh bien, l'idée que les valeurs universelles ne sont en fait que des constructions occidentales, malheureusement, gagne du terrain. Alors, dans ce contexte, que faut-il vraiment penser, que peut-on penser du rôle des entreprises pour défendre les droits humains et en particulier, où est-ce que cette réflexion, cette contribution peut-elle se situer, se placer dans cette discussion sur l'autonomie stratégique? Eh bien, ce que je vais essayer de faire, c'est juste de vous donner, j'ai choisi 3 exemples qui sont bien sûr des exemples mouvants, hein, mais c'est 3 exemples qu'on peut déjà identifier où il y a un appel à contribution très clair qui est fait. Alors, ces 3 exemples, le premier exemple, c'est les sanctions économiques et le contrôle des exportations. Le second exemple, c'est les obligations de reporting et de devoir de vigilance. Et j'ai peut-être, on pourrait dire peut-être plus un cas pratique qui est celui de la lutte contre le travail forcé. S'agissant du programme des sanctions et du contrôle des exportations, je ferai ici deux observations. C'est comme vous le savez, et je crois que ça a été détaillé ce matin, nous avons depuis décembre 2020 un programme de sanctions thématiques dans ce domaine qui permet à l'Union européenne d'imposer des mesures restrictives sur des personnes physiques et morales responsables de graves violations de droits de l'homme ou d'autres atteintes, et cela partout dans le monde, et quel que soit le lieu où ces atteintes se sont produites. Et je pense que c'est absolument fondamental, c'est vraiment un mouvement très important qui a été opéré avec l'adoption de ce programme. C'est un autre programme thématique parmi d'autres programmes de sanctions thématiques. On a un programme de sanctions pour lutter contre les attaques de cybersécurité, on a un programme de sanctions pour lutter contre les armes chimiques. Il y a une réflexion en cours sur peut-être l'adoption d'un programme de sanctions pour lutter contre la désinformation. Et surtout, il y a une proposition, et je crois que ça figure au plan de travail de la Commission pour l'année 2023, d'ajouter au programme de sanctions droits de l'homme la lutte contre la corruption. Donc, c'est l'Union européenne qui continue à développer sa boîte à outils pour intervenir sur ces sujets-là et en première ligne pour appliquer ces mesures restrictives, pour s'assurer qu'aucun fonds, ressources économiques ne sont mises à disposition des personnes qui sont sanctionnées sous ce programme-là comme sous l'empire des autres. Eh bien, ce sont les opérateurs européens qui auront cette responsabilité. S'agissant du contrôle des exportations, il y a une tendance qu'on observe et qui, selon moi, va continuer à se renforcer, c'est celle de la prise en compte des droits humains dans le régime de contrôle des exportations. Et je dirais juste ici à titre illustratif, parce que je crois que c'est une tendance qui est un peu plus globale, y compris sur les instruments du contrôle des exportations multilatéraux, mais avec la refonte du règlement sur les biens à double usage, l'Union européenne a adopté ce qu'on appelle une clause attrape-tout au sein de son article 5, afin d'essayer de circonscrire le risque que certains biens, notamment de cybersurveillance, exportés depuis l'Union européenne, puissent être utilisés abusivement par des personnes complices ou responsables de violations de droits humains. Donc un autre instrument. Et sous cette disposition, eh bien, chacun des États membres peut interdire ou soumettre à autorisation l'exportation de certains biens à double usage et de biens qui ne sont pas énumérés à l'annexe de ce règlement, si eh bien, ils pensent que ce risque existe et que donc il faut intervenir pour des raisons liées à la sauvegarde des droits humains. Sur les obligations de reporting et de devoir de vigilance, et je ne vais pas trop m'exprimer sur ce sujet-là parce que je vous laisserai, monsieur le député, je crois que c'est ça sera le cœur de votre propos, mais c'est ce que je voudrais dire sur ces outils de reporting, c'est que nous sommes vraiment ici dans une
séquence de concurrence internationale pour pouvoir réellement être l'acteur qui va choisir comment ces normes et ces standards seront amenés à être adoptés et surtout ensuite appliqués, possiblement avec un impact, un champ d'application géographique extrêmement vaste. S'agissant du devoir de vigilance, pour moi, ce qui est significatif, c'est potentiellement sa portée extraterritoriale, puisqu'on pourrait envisager, je crois que c'est envisagé dans le document, que des entreprises qui sont actives au sein de l'Union européenne, mais établies dans des États tiers, eh bien, lorsque ces entreprises sont de taille critique, soient aussi assujetties à cette réglementation. Donc, vous voyez que c'est aussi, ici, ça pourrait être un outil où finalement, on est plus dans une posture on va chercher à projeter un petit peu nos intérêts et nos valeurs via ces outils-là. Et évidemment, les entreprises européennes et les entités des entreprises non européennes qui seraient assujetties seraient amenées à contribuer. Voilà un petit peu pour les tendances, je voudrais dire, sur ces outils, les sanctions, le contrôle des exportations, le devoir de vigilance et le reporting, qui sont des outils où je pense qu'ils permettent de déployer cette vision géostratégique de l'Union européenne. Et je vais donner un exemple maintenant un petit peu où finalement où tous ces outils pourraient être amenés, ou plutôt certains de ces outils vont être amenés à collaborer entre eux, à être utilisés de manière formant un tout. Et ici, l'exemple qui vient à l'esprit, c'est celui de la lutte contre le travail forcé. Alors malheureusement, vous savez sans doute que c'est un fléau qui est encore majeur. L'Organisation internationale du travail estime qu'aujourd'hui, on a près de 50 millions de personnes qui en sont victimes dans le monde. D'ailleurs, l'Organisation du travail, pour l'anecdote, c'est pas la plus vieille organisation internationale, mais en tout cas, cet instrument date des années 30. Donc, vous voyez, c'est un effort qui est quand même déjà entrepris depuis très longtemps. Et aujourd'hui, il y a deux approches qui sont en cours d'être déployées. Une approche d'abord d'inspiration américaine, où plusieurs outils ont été mis en œuvre pour essayer de lutter contre ce fléau. C'est la loi Magnitsky américaine, donc l'équivalent de notre régime de sanctions pour les droits de l'homme. C'est l'ajout de certaines entreprises à la Entity List, qui est une liste qui est tenue par le ministère du Commerce extérieur américain et qui est en fait une mesure de contrôle des exportations. Et qui permet, sur cette liste figurent des entreprises que les États-Unis estiment contribuer à avoir recours au travail humain. C'est par ailleurs un instrument administratif des douanes américaines qu'on appelle les WRO, qui permettent aux États-Unis d'empêcher l'importation aux États-Unis de produits venant de certaines régions, en particulier du Xinjiang, et que c'est des mesures administratives qui sont prises, et donc chaque fois qu'un WRO est émis, ces produits-là, ces entreprises ne peuvent pas, ces produits sont bloqués aux douanes américaines. Et enfin, c'est par l'adoption depuis décembre 2021, ce qu'on appelle le Uyghur Forced Labor Prevention Act, qui est entré en vigueur au mois de juin de cette année, et qui a la particularité d'avoir introduit maintenant en droit américain une présomption réfutable selon laquelle l'importation de biens produits ou fabriqués en tout ou en partie dans la région du Xinjiang en République populaire de Chine ou par certaines des entités qui sont liées à ce territoire, eh bien, est tout simplement interdite à l'importation aux États-Unis. C'est-à-dire qu'il incombe à l'importateur américain de renverser cette présomption devant les douanes américaines. Alors, où est-ce qu'on se situe, nous, en Europe, par rapport à cette question? Eh bien, il y a vraiment des propositions très importantes qui font leur chemin, puisque déjà, au Parlement européen, si je ne me trompe pas, en juin 2022, une résolution avait été adoptée invitant la Commission européenne à établir un nouvel instrument. Que cet instrument avait été promis, et il a été annoncé en septembre de cette année. C'est une proposition de règlement relatif à l'interdiction de produits issus du travail forcé.
Voilà, la proposition vient d'être faite et elle vise à interdire la mise à disposition sur le marché de l'UE et à l'exportation à partir de l'UE de produits fabriqués dans le cadre du travail forcé et notamment du travail forcé des enfants. Je souhaite ici souligner, parce que je pense que c'est quelque chose qui est commun à nombreuses des mesures récemment annoncées dans ces différents domaines, c'est que ce champ d'application est potentiellement très vaste, y compris sur le plan géographique, puisque les entreprises qui seraient concernées ici sont les entreprises économiques qui mettent sur le marché européen directement ou indirectement, et qui exportent directement ou indirectement depuis le marché de l'UE. Donc, contrairement à l'approche américaine qui instaure une présomption, ici, on est plutôt voilà, sur une interdiction horizontale qui concernerait tout produit fabriqué à nouveau directement ou indirectement. Et alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail maintenant, parce que peut-être qu'on aura l'occasion de revenir dans le cadre de la discussion, mais ce qui est intéressant, c'est que ce règlement, et puis il va faire son chemin à travers le processus législatif, mais cette proposition, elle créerait une obligation de vigilance particulière, et puis elle créerait aussi, au niveau des États membres, des organismes chargés de mener des enquêtes préliminaires pour établir s'il existe des soupçons fondés. On va se poser la question de qu'est-ce qui pourrait constituer des soupçons fondés de travail forcé. Voilà, je pense que je m'arrêterai là, mais ce que je souhaiterais, je crois que c'était vraiment le fond de cette pensée, c'était d'attirer votre attention, et c'est mes propres observations, mais aussi un petit peu ce que j'entends, c'est que finalement, nous, avocats, on est de plus en plus amenés, notamment lorsqu'on intervient sur ces sujets-là, à mettre vraiment toutes ces mesures dans leur contexte et essayer de donner des grilles de lecture pour accompagner les opérateurs économiques. On est dans une période de bouleversement sans précédent. Et alors, bien sûr, lorsque les clients se tournent vers nous, on nous demande comment gérer ce risque. Peut-être pour synthétiser cette pensée, ces deux mots-clés qui ont déjà été évoqués, je crois, dans le cadre de la journée. Il y a ce mot-clé du de-risking, il y a le mot-clé du decoupling ou du découplage. Et donc, je pense que si vous posez ces deux notions côte à côte, vous voyez bien le phénomène qui est en train d'avoir lieu. Et ça, c'est un phénomène qui est principalement lié à la situation en Russie, bien sûr, mais c'est qu'il y a une dynamique politique, européenne, stratégique sur le découplage, qui est en parallèle force les entreprises à avoir une réflexion sur, au-delà des normes qu'elles doivent appliquer, bien sûr, quel niveau de risque elles sont prêtes à prendre, risque juridique, risque financier, risque réputationnel. Et c'est dans ce cadre que les directions juridiques, de plus en plus, c'est une des observations, sont vraiment amenées à jouer un rôle moteur dans la réflexion stratégique des entreprises, ce qui est très intéressant de voir certains clients aussi changer un petit peu de situation, où ils sont de plus en plus sollicités par le business pour essayer de les accompagner sur une vision géostratégique de ces normes et de contribuer activement à toute la réflexion sur les valeurs et sur la contribution que l'entreprise veut faire à défendre ces valeurs. Voilà, merci. Merci beaucoup pour cet exposé assez intéressant sur cette boussole stratégique de l'Union européenne. Je passe tout de suite la parole à Pascal Durand, donc, qui est parlementaire européen, avocat au barreau de Paris et qui a été et qui est toujours rapporteur sur la directive sur la publication d'informations en matière de durabilité par les entreprises. Pascal. Je précise juste, il y aura un temps de questions après cette deuxième intervention. Oui, parce que pendant... Vous remarquerez que j'ai eu l'élégance pour un vendredi soir de ne pas vous poser de questions sur mon intervention. Donc, si vous voulez partir, vous avez le droit. Mais si vous restez, ça veut dire que vous restez en gros pour rien, si ce n'est peut-être pour vous. Donc, c'est sympa de rester. Merci. C'est bien de terminer par l'approche par le risque, finalement. Parce que, enfin, c'est pas simplement la conclusion, mais c'est vrai que c'était intéressant. Parce que c'est une approche, alors j'ai horreur du terme anglo-saxon, on nous a appris tous dans les facs de droit que anglo-saxon c'était une vraie connerie, et que les anglo et les saxons c'était pas du tout la même culture, il y en avait un c'était du droit écrit, l'autre, bref. Mais c'est très intéressant parce que c'est l'approche américaine et c'est l'approche que la normalisation, notamment de l'IFRS
du SSB, pardon d'utiliser quelques acronymes, je déteste ça, mais je ne sais même pas quels sont les vrais noms. Mais en fait, vous avez étudié, évidemment, nous on se l'est pris, j'allais dire en direct pendant qu'on exerçait, l'arrivée des normes comptables et financières IFRS. C'est-à-dire qu'il a fallu que du jour au lendemain, on s'aligne sur les positions américaines, sur la vision américaine du risque financier dans une entreprise et qu'on reporte, dès lors que l'entreprise avait ou une filiale ou une activité aux États-Unis, que l'on reporte selon les normes américaines. Et si je dis cela, c'est parce que sur la question des due diligence et sur la question du reporting extra-financier, on est confronté à deux approches. Et l'approche américaine reste quand même essentiellement basée sur le risque, en disant en gros, moi j'ai une entreprise et où je la conseille, ce qui revient au même, et donc dans le cadre de cette entreprise, je dois identifier quels sont les dangers, les risques liés, alors pourquoi pas, à telle application sur l'interdiction des travaux forcés, telle juridiction, telle sanction sur la corruption, etc. etc. C'est-à-dire que je raisonne en termes de risque. Et j'ai rien à dire là-dessus, c'est essentiellement d'ailleurs le boulot des avocats depuis toujours de préserver et de protéger ses clients du risque. Après, il y a une autre approche. Alors, je veux pas on va pas faire du sous-Weber et je ne vais pas vous faire l'éthique de responsabilité, etc. J'en dispense évidemment, mais je vous demande de regarder quel est le rôle que l'Union européenne, puisqu'on parle de souveraineté européenne, est-ce que l'Union européenne donne à l'entreprise un rôle spécifique et particulier? Moi, quand j'ai commencé la fac, j'ai appris que la société, la compagnie, comme on dit maintenant, enfin l'entreprise, c'était juste, je parle sous ton contrôle, la mise en commun des bénéfices et des pertes. That's all. En gros, ça remontait au droit romain, on pouvait après le décliner de différentes manières, mais globalement, le décor, c'était celui-là. Et quand moi, j'étais jeune avocat, si on m'avait dit, mais tu comprends, il y a un accord de Paris sur le climat et donc, etc., j'aurais dit, mais attendez, je parle en tant qu'avocat, j'étais très con à l'époque, j'aurais dit, mais attendez, c'est pas le sujet. Une entreprise, elle n'est pas là pour s'occuper du bien commun, du bien général. Ça, c'est le rôle de l'État. Et c'est à l'État et nous, on est dans le secteur privé, sauf évidemment si on est en charge d'un service public, et là, c'est un autre sujet. Mais si on est entreprise privée qui agit dans le secteur privé, bah, globalement, moi, l'accord de Paris n'existait pas à l'époque, mais évidemment, j'y vais à la serpe. Hein, mais l'accord de Paris, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Ce qui est ma tasse de thé, c'est est-ce que je respecte ou pas la loi? Voilà. Et donc, donnez-moi des normes, et on avait tous été formés comme ça. Donnez-nous des normes, et nous, on fera en sorte de les respecter. Ça, c'était pour les avocats, j'allais dire, les plus éthiques, parce qu'il y en a d'autres, c'est donnez-moi des normes, et je vais vous expliquer comment les contourner. Mais ça, mais le travail forcé des enfants, très bon exemple. Si j'ai une vision cynique de l'entreprise, ou si j'ai une vision, j'allais dire, vraiment juridico-juridique, au sens médiocre du terme, c'est-à-dire que je regarde que la norme, je m'intéresse à rien d'autre. Le travail des enfants, il est autorisé dans un certain nombre de pays. Donc moi, si je produis dans ces pays-là et que je suis un chef d'entreprise ou un juriste cynique, je dis mais où est le problème? Je ne viole pas la loi. Je respecte tout à fait la loi de mon pays qui m'interdit de faire travailler les enfants. Et quand je suis de bonne foi, je dis, et c'est d'ailleurs pour ça que j'externalise ma production, parce que ça me coûte trop cher en France, et donc je vais le faire, enfin en France ou en Europe, et donc je vais le faire dans des pays. Et puis, parce que je suis quand même soit de gauche, soit quand même un peu chrétien ou religieux, je vais dire, oui, mais attendez, en plus, je donne du travail, parce que vous comprenez, sinon ces pauvres enfants, ils crèveraient de faim, et puis ils seraient en train de traîner dans la rue, c'est la misère, donc quand même, j'aide. Et puis la croissance, c'est bien connu, va permettre de développer ces économies, etc., etc. Donc j'ai plein d'arguments en tant que juriste pour expliquer que finalement, ce qui compte, c'est le respect de la norme, sauf si je considère que la société a évolué, que le rapport que nous entretenons au rôle de l'entreprise dans la société a évolué et qu'on ne peut plus voir la société commerciale, économique, comme une entité en dehors du monde qui bouge. Et elle en est partie prenante. À partir du moment, et j'insiste là-dessus, parce que c'est la vision que les Européens vont essayer de développer à travers un certain nombre de normes, le devoir de vigilance, les reportings extra-financiers, on en parlera avec la double matérialité, mais très rapidement. C'est des mots un peu, mais parce que j'essaye de vous planter le décor, après vous allez voir que ça se décline sur tous les sujets.
La double matérialité, c'est quoi, par exemple? Eh bien, les Américains sont en train d'essayer de faire des normes par rapport au climat, par rapport à un certain nombre d'enjeux, qui sont uniquement celles de l'appréciation du risque que peut courir l'entreprise, par exemple le manque d'eau, le manque d'approvisionnement en gaz, etc., etc. Donc c'est le risque. Et la double matérialité, c'est de dire non, 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 on ne peut pas regarder uniquement sur un plan économique ce que l'entreprise risque, on doit aussi regarder ce que l'entreprise peut engendrer. Autrement dit, vous, Coca-Cola, vous risquez d'engendrer un risque lié à l'eau, tout simplement parce que vous tapez dans les nappes phréatiques de zones qui sont déjà arides pour pouvoir produire votre activité. L'analyste américain, encore une fois, hein, je sais très bien que, parce que je reste dans les grandes zones, il y a plein d'analystes américains qui raisonneraient comme nous et réciproquement beaucoup d'Européens mais je veux dire globalement, l'analyste américain, il va vous dire, moi, ce qui m'intéresse, mon risque, c'est est-ce que Coca-Cola peut ou pas produire ses bouteilles d'eau au Mexique. Voilà, ça c'est mon risque. Vous me dites qu'il y a un risque d'alimentation en eau sur mon usine, ça, je le provisionne, je le quantifie, je le chiffre et je définis quel est mon risque. Après, au Mexique, on se retrouve avec un déficit hydrique parce que ça, c'est pas mon problème. C'est pas mon problème. C'est le problème des Mexicains. Très bien. Cette approche-là n'est pas la nôtre. Notre approche, c'est de dire l'entreprise fait partie d'une activité globale et nous n'avons pas le droit de ne pas regarder quelles sont les incidences de notre activité sur notre environnement au sens large. Ça, c'est la première différence sur la déclaration extra-financière et sur le devoir de vigilance tel que nous le voyons en tant que souveraineté européenne, normatif. Après, il faut être clair, hein, la souveraineté, pourquoi est-ce qu'on parle de souveraineté européenne? C'est parce que celui qui contrôle les normes contrôle tout. Je n'ai pas besoin de vous expliquer, vous le savez, toute l'histoire le démontre, que la première des activités d'une entreprise impérialiste, d'un État impérialiste, d'un empire au sens large, c'est d'imposer les lois commerciales. En Algérie, on pouvait garder la charia, on pouvait garder la loi civile pour les populations musulmanes. On s'en foutait complètement. La seule chose qui a été immédiatement, dès lors que ça s'appliquait évidemment qu'aux populations musulmanes, hein, mais la première chose qu'on a fait, c'est d'impliquer les règles du commerce. Les Romains avaient fait la même chose, les États-Unis le font, etc. Donc la souveraineté européenne passe par la défense de notre vision et de nos normes. Après, on n'est pas naïf, et ça veut dire que notre vision et nos normes sont confrontées dans un monde mondialisé. Ceux qui considèrent qu'on peut fermer des frontières, mettre des murs et dire bon ben voilà, c'est énorme, alors soit franco-française pour les nationalistes français, soit même pour certains nationalistes européens, il y en a qui vous disent mais il faut que l'Europe ait ses... Non, non, il faut qu'on ait nos normes, mais qu'on soit en capacité de les confronter évidemment dans une société mondialisée, mais pas de subir en permanence les normes des autres. Qu'on respecte les autres et que les autres nous respectent. C'est très très important. C'est ça la souveraineté européenne. La souveraineté, c'est la capacité à agir. Ce n'est pas l'indépendance, ce n'est pas le fait de pouvoir normer, c'est le fait que vos normes soient en capacité de pouvoir être utilisées, débattues. Et on le verra avec les États-Unis, et on est en discussion avec donc l'ISSB, qui est la norme IFRS, la même que pour les normes financières, sont en train de se décliner aux États-Unis avec peut-être ou pas, on ne sait pas, un lien avec la SEC. Enfin, bon, bref, en tout cas, les Américains sont en train d'essayer de faire leurs propres normes, notamment autour du climat. Deuxième parenthèse, vous me dites si je suis trop long, j'arrête. Hein. Mais deuxième parenthèse, parce que je peux y aller très longtemps là-dessus, la question des droits humains, la question qui a été évoquée, évidemment, au-delà des droits humains, du travail forcé, la question sociale, la question de discrimination. La question du respect des populations indigènes autochtones. Ça, c'est un sujet que les Américains ne veulent pas traiter. Du tout. Et Emmanuel Faber, qui est quelqu'un de remarquable, qui est l'ancien président de Danone, qui est maintenant en charge de cette question-là pour l'IFRS, donc pour on va dire les Américains, encore une fois, à la masse, il me dit très clairement que ça n'est pas dans son mandat. Son mandat, c'est le climat, les effets du climat et tout ce qui tourne autour du climat. Mais les droits humains, les droits sociaux, la gouvernance, ça n'est pas dans les standards à venir, dans les normes américaines. Ça, c'est une spécificité européenne. C'est très important parce que ça veut dire, comme il y a un certain nombre de gens qui sont en train de pousser à la roue pour nous dire « oui, mais attention, on ne va pas avoir nos normes en Europe alors qu'il y a les Américains à côté et puis les Chinois demain, donc essayons de normer tous ensemble ». Il faut, question de souveraineté aussi, qu'on dise non. Parce que pour nous, Européens,
un enfant au Bangladesh qui meurt parce qu'on l'a mis dans une usine qui s'écroule à côté de sa mère au demeurant, et que parce qu'il y avait quasiment que des femmes qui sont mortes à Dhaka, pour nous, enfin, je vais dire en tout cas dans notre conception de juriste, la vie d'un enfant au Bangladesh vaut la vie d'un enfant en France. Et si on a interdit le travail des enfants en France, alors il faut aussi l'interdire au Bangladesh. Mais ça, c'est une approche à la fois éthique, morale, tout ce qu'on veut, mais juridique derrière, parce qu'elle doit se décliner en texte. Sinon, on reste dans la morale et dans notre vision purement éthique du monde. Donc, et je peux peut-être terminer là-dessus, parce que je ne vais pas... Après, il faut laisser la place au débat. Mais la logique, d'abord, la première des choses qu'il faut, vous êtes à Bruxelles ici, et je vous en supplie, ne tombez pas dans le baratin habituel ou de la classe politique française, etc. L'Europe est peut-être une Europe libérale au sens anglo-saxon du terme, mais c'est l'espace au monde où on norme le plus sur ces sujets-là. Et donc, quand j'entends à chaque fois les politiques français, que ce soit d'extrême gauche, d'extrême droite, ou même parfois pas d'extrême, qui nous expliquent que quand même l'Europe, elle laisse trop tête. Il n'y a pas un endroit au monde où on norme plus sur les questions sociales, environnementales et de respect du droit humain. C'est insuffisant, il y a plein de choses. Je ne suis pas en train de dire ce qui se passe en Europe est merveilleux. Mais ne tombez pas dans le cliché de dire l'Europe est un espace des lobbies, des libres, de machin, etc. C'est faux. C'est faux. On norme, et effectivement, on norme dans un contexte mondial, c'est-à-dire que si nous nous mettons des normes qu'aucune entreprise européenne ne va pouvoir appliquer, elles vont délocaliser en totalité. 2, les autres ne vont plus rentrer dans le marché européen. Donc voilà, ça c'est juste pour vous dire. Donc l'Europe essaye de développer ses propres normes. Elle essaye d'appréhender une vision différente de l'entreprise comme partie prenante des enjeux de société au XXIe siècle. Et on essaye aussi de le faire en harmonie, en synergie avec les autres normes internationales. Voilà, donc après, j'arrête là. On pourrait évidemment les décliner, on pourrait parler des sanctions, on pourrait parler des chaînes de valeur, parce qu'il y a des blocages qui nous sont faits. Par exemple, on essaye de bloquer au premier rang de sous-traitance. Vous savez ce que c'est que la sous-traitance. C'est comme, et vous connaissez la loi de 75, j'imagine, sur la sous-traitance, le fait que le maître d'ouvrage est responsable de toute sa chaîne. Ce qu'on essaye là de nous imposer, c'est qu'on s'arrête au N+1, enfin au N-1. Donc au N-1, j'ai dit, c'est pas de problème. Moi, dans le textile, je fais une filiale à Singapour et puis j'ai réglé. Allez, avec ma filiale à Singapour, j'inonde tout le marché asiatique. Je continue à exploiter, à torturer, à assassiner. Je m'en fous. J'ai ma limitation à Singapour et à Singapour, personne ne peut me poursuivre. Donc voilà pourquoi il faut vous battre, vous, en tant que juriste. Mais pour ça aussi, comprenez bien que vous n'êtes pas des anges, et qu'il faut que vous travailliez aussi. Donc il faut que vous ayez des clients, il faut que vous puissiez vous nourrir par votre activité. Ça veut donc dire qu'il faut que l'entreprise accepte ces règles-là. Parce que si vous avez des patrons ou des boards qui vous disent « ça, je m'en fous, expliquez-moi comment moins payer d'impôts et comment… », vous allez être coincé. Donc il faut qu'on norme les entreprises, qu'on oblige un certain nombre de règles, parce que spontanément, sinon les voyous vont tenir le pavé et les autres vont mourir. Donc il faut qu'on norme pour tout le monde, et il faut que vous puissiez accompagner ces changements dans la société. Voilà. La parole à la salle qui se lance. Non, non. Ou alors ceux qui nous écoutent. Peut-être juste une autre illustration s'agissant de la lutte contre le travail forcé. C'est peut-être aussi représentatif de cette pas un hiatus, mais c'est de ces différentes approches américaines et européennes. La législation américaine sur le travail forcé, celle qui est rentrée en vigueur au mois de juin, concerne une province et elle émet une présomption. Proposition de règlement européen, ça concerne tout le monde. Donc c'est voilà, c'est peut-être une autre illustration. Après, il y a le problème de la preuve, parce qu'il y a les faits. Enfin, vous l'avez tous appris, on l'apprend en première année, mais il y a les faits et puis il y a la preuve des faits. Et la preuve des faits, bonjour, elle est démontrée que chez les Ouïghours en Chine, bon, mais ça c'est un autre rôle aussi. Mais ça, tu le connais bien mieux que nous, cette responsabilité-là. Et c'est pour ça que. Néanmoins, je crois que justement là sur l'approche américaine et européenne, il y a quand même un point de convergence, c'est que si j'ai bien lu la proposition de règlement, on serait quand même sur une approche fondée sur les soupçons, donc c'est le faisceau d'indices. C'est exactement ça.
C'est exact, ça, si, c'est ça. C'est... Bonsoir. Je m'interroge sur l'approche américaine justement parce qu'il me semble que le Parlement européen a publié une liste noire des entreprises qui travailleraient ou qui auraient recours directement ou indirectement au travail des Ouïghours. Apple en faisant partie, étant une énorme entreprise américaine. Ça veut dire quoi, sous-entendu, sur cette base-là, Apple pourrait plus vendre ses produits aux États-Unis? Comment est-ce qu'on fait vraiment pour mettre en place cette nouvelle norme? Et puis, quand on parlait de la question de l'universalisme des droits de l'homme ou pas, comment est-ce qu'on fait comment font les Américains pour hiérarchiser? Parce que finalement, si c'est très bien de condamner le travail forcé des Ouïghours, il y a aussi beaucoup de gens dans le monde qui sont exploités pour le travail de leurs entreprises. On pense aux mines de cobalt au Congo, dont Apple aussi bénéficie pour faire tous nos appareils. Donc, comment ça se passe pour vraiment mettre en place ce genre de régulation finalement On parlait du problème de la preuve, mais aussi de la hiérarchisation. Est-ce qu'il y a vraiment un travail forcé pire qu'un autre? Comment on fait? Moi, je veux bien répondre sur le Parlement européen. Alors, la liste, sauf erreur, la liste du Parlement européen, d'abord, le Parlement européen n'a pas les moyens d'imposer quoi que ce soit sur les listes. Donc, on fait des résolutions, on peut demander, et mon ami Raphaël Glucksmann fait partie de ceux, évidemment, qui font de ce combat-là. D'ailleurs, presque exclusivement, le mandat de Raphaël, il est vraiment dédié à ça. Après, moi, le reproche, c'est pas un reproche, mais j'ai été trop longtemps chez les écolos pour pas comprendre qu'il ne suffit pas de dire le bien ou d'avoir raison pour que le bien advienne. Et il faut donc se donner les moyens politiques de faire. Et ce n'est pas du tout une critique contre Raphaël, qui est quelqu'un que j'adore. Mais c'est simplement qu'il faut qu'on arrive à construire les normes. On l'a fait pour les minerais. Donc normalement, pour les minerais, on interdit l'importation dès lors qu'on n'est pas capable de tracer, qu'il n'y a pas les conflits autour, etc., etc. On se sert du travail des ONG, énormément. Mais il faut qu'on puisse leur donner le moyen. C'est pour ça que dans la CSRD, enfin l'extra-financier et le devoir de vigilance, on a une grande bagarre. C'est savoir quel rôle on peut donner aux ONG. Parce que pour moi, si je connais très bien le Brésil, par exemple, je sais très bien que si je ne peux pas avoir les témoignages, parce que les syndicalistes, là-bas, on les tue tous les jours. Il y a un environnementaliste, un défenseur de l'environnement qui meurt tous les 2 jours dans le monde. C'est monstrueux, et c'est effectivement pas que chez les Ouïghours. Donc, le problème de la preuve, c'est déjà quels moyens on va donner aux parties prenantes locales pour pouvoir agir en justice ici. Parce qu'il est évident que dans certains pays du Sud, imaginez faire un procès avec Bolsonaro comme président de la République. Voilà. Et la justice brésilienne n'est pas la pire. Elle a parfois montré qu'elle pouvait être indépendante. Mais bon. Et donc, il faut qu'on arrive à normer, alors pas hiérarchiser les droits humains, parce qu'il y a quand même l'interprétation des tribunaux. C'est-à-dire que les ONG vont avoir la possibilité de démontrer qu'il y a eu des atteintes. Donc, c'est aux tribunaux qu'il appartiendra de quantifier. On défend quand même l'état de droit. C'est pas simplement parce qu'on dénonce quelque chose que c'est vrai. Et donc, il faut le prouver. Donc, les ONG. 2, les syndicats. Donner un rôle très fort aux syndicats, parce qu'il y a des réseaux de syndicats, c'est très important. Et 3, donner la compétence aux tribunaux européens pour toute entreprise de la chaîne qui serait concernée, parce que ça changera tout. Évidemment, et on le voit d'ailleurs, on voit le combat que mène Total pour essayer d'échapper à la juridiction civile, pour essayer de rester au tribunal de commerce de Nanterre. C'est étonnant, surtout Nanterre. C'est vraiment une grande surprise. Bon, voilà. Donc, on voit très bien qu'il y a un enjeu là qui n'est pas simplement juridique, qui est un enjeu aussi. Donc, la hiérarchisation, moi, les listes noires, tout ça, je pense qu'à un moment, si on met des belles normes, si les ONG ont la capacité de dire et de dénoncer, après, ne rêvons pas et soyons pas dans un monde binaire. Vous continuerez à acheter des iPhones et vous continuerez, vous, Escalité et d'autres, continueront à acheter des Nike ou autres. Notre boulot, c'est d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une telle pression sur ces entreprises qu'elles arrêtent. On a gagné, moi j'avais gagné sur l'obsolescence programmée, je dis parce que j'ai vraiment été le premier. Alors comme pour le CSRD, j'avais porté un rapport sur l'obsolescence programmée, on s'était battu pour faire en sorte que les batteries des iPhones soient vissées et ne soient plus collées. Parce que jusqu'à l'iPhone 5, elles étaient collées. Et collées, évidemment, vous jetez l'iPhone quand la batterie tombe en panne, alors la batterie est une pièce d'usure. Et on s'était battu et on a gagné.
Pas nous tout seuls, hein, mais bon, voilà. Donc, ces combats-là, on les mène. Il faut trouver le juste équilibre entre la dénonciation morale et le combat politique au sens noble, et puis le juriste derrière qui doit ramer pour sortir, voilà, c'est notre boulot. C'est notre boulot. Mais vous rentrez dans un monde, franchement, hein, vous rentrez dans un monde assez formidable en termes juridiques, me semble-t-il, sur la responsabilité. Vous êtes à peu près au même stade, me semble-t-il, hein, que celui qu'ont connu les juristes quand il a fallu objectiver la responsabilité sur les accidents du travail. Et c'est en gros la responsabilité objective, quand il a fallu sortir de la logique de je ne sanctionne que ma propre faute. Eh bien, on devrait en être là sur la chaîne de valeur. Parce que Nike ne peut pas être partout. Mais si vous commencez à faire condamner Nike en tant que donneur d'ordre final et bénéficiaire économique, alors vous allez voir que toute la chaîne va changer. Et on va changer le monde sans porter atteinte à nos propres valeurs qui sont celles du respect de l'état de droit. Je suis très optimiste, hein, quand même. J'ai conscience. C'est vendredi soir, on va dire. Non, mais si vous n'y croyez pas, on n'y arrivera jamais, quoi. Parce que moi, bientôt, je m'en vais. Mais vous, il faut y aller. Hein. Peut-être juste quelques compléments sur les approches. Donc, je pense toujours, avec les États-Unis, il faut toujours garder à l'esprit que c'est un système fédéral. Hein, donc, il y a le droit fédéral, il y a les États fédérés. Dans certains États, il n'y a absolument rien. Dans d'autres États, il y a des choses, notamment la Californie. Il y a beaucoup de choses en Californie qui se passent en Californie. Donc, il faut suivre ça. Je pense qu'effectivement, les Américains, ils sont très axés sur la chaîne de valeur. D'ailleurs, lorsque vous parlez avec des confrères américains, rarement ils vous parlent en termes de business and human rights, ils parlent de supply chain risk. Donc voilà, quelles sont mes règles? C'est quoi le supply chain risk? Voilà. Donc ça, je pense que ça explique bien l'approche. Tandis que nous ici, on a une approche qui est beaucoup plus englobante. Et sur la proposition de règlement, en fait, je pense que ce qui est envisagé, du moins c'est le concept aujourd'hui, c'est que donc il y aurait une nouvelle autorité compétente au niveau de l'État membre. On va voir si ce sont les douanes ou un autre, et qui en cas de soupçon, donc ce faisceau d'indices serait obligé de mener une enquête concernant l'opérateur, et suite à cette enquête, aurait le pouvoir de prendre une décision administrative qui viserait à demander le retrait du produit concerné ou interdire sa mise sur le marché. Donc, il faut voir un petit peu, mais je crois que c'est un peu en tout cas, c'est ce qui est esquissé dans la proposition. Je souhaitais rebondir aussi sur un autre point, mais j'aurais dû le noter. Donc, j'y reviendrai peut-être après. Merci. Moi, c'était par rapport à votre approche optimiste sur le poids de l'Europe. Est-ce qu'on n'a pas intérêt à vraiment se dépêcher parce que compte tenu de notre population vieillissante, de la diminution, je peux dire annoncée, des moyens aussi face à la crise énergétique, est-ce qu'on n'a pas vraiment intérêt à aller très très vite pour utiliser encore cette puissance économique pour faire pression sur les contrats commerciaux internationaux? C'est toujours la même question, les temps les temps de la politique, parce que normer, c'est de la politique. Enfin, il faut avoir des majorités, ou alors on sort de la logique démocratique, ce qui est un autre sujet. Mais qui a été défendu d'ailleurs, y compris par certains écolos, hein, qui disaient on n'y arrivera pas, les temps sont trop longs, donc si on attend, donc il faut. Et certains penseurs comme Dominique Bourg, d'ailleurs, et moi je m'étais violemment évidemment en mots, hein, affronté avec Dominique Bourg, parce que Dominique Bourg commençait à porter atteinte à la démocratie en voulant mettre des collèges d'experts qui auraient vocation, enfin c'est très dangereux, avec les meilleures intentions du monde, hein, c'était évidemment pas pour faire le mal, mais sauf que parfois en voulant faire le bien, on sort de nos logiques. Et là, il faut que nous, juristes, on reste vraiment attachés. Enfin, si on ne défend pas l'état de droit, si on ne défend pas la démocratie, si on ne défend pas le temps des échanges, du débat, du dialogue, c'est fini, quoi. C'est parce que ce qui peut arriver de bien pourrait arriver de mal, voire de très mal, aux mains d'autres personnes. Donc le temps, vous avez raison de dire, moi cette discussion on l'a eu aussi avec les représentants du GIEC, quand ils nous disent oui d'accord, ils sont scientifiques, ils lancent des alertes, ils ont raison. Mais moi comment je fais? Si demain quand je dis j'interdis le diesel parce que le diesel c'est des particules et c'est de l'azote dans les centres-villes, c'est vrai, c'est cancérigène, c'est vrai. Mais si je l'arrête demain matin, je mets des millions de gens dans une situation ingérable. J'ai 300 000 emplois qui sont paumés dans... voilà.
Donc, on a besoin aussi de temps de transition. Et je sais que c'est très dur à entendre quand il y a une urgence, et je sais qu'il y a une attente de solutions immédiates. Mais vous savez, comme le disait Umberto Eco, il y a en face de chaque solution complexe, il y a des réponses simples. Et en général, elles sont mauvaises. Et il avait raison de dire ça. C'est-à-dire il y a des interactions qui sont compliquées. Et c'était typiquement, si moi j'affronte les Américains, quand je suis allé au congrès, juste parenthèse, je suis allé au congrès de Michelin sur la question de l'obsolescence programmée. Et on avait parlé. Congrès de Michelin, annuellement, il avait lieu à Montréal. Et donc, il y avait tout Michelin, y compris aux États-Unis, où Michelin est très implanté, très important. Et j'avais expliqué la position, qui est d'ailleurs la position de Michelin Group, sur les forêts durables. Et sur le fait que quand on utilise du caoutchouc, on doit replanter un EVA, etc. Donc, ils ont tout un schéma de forêt durable, très bien, et c'est tout à leur honneur. Sauf que le revendeur américain, et il était venu me le dire, le board était venu m'expliquer, il disait, mais il ne comprend rien à ce que vous dites. Il s'en fout complètement. Lui, ce qui l'intéresse, c'est combien le caoutchouc, il va le payer, combien le pneu va arriver, parce qu'en face, il a des pneus coréens qui sont en train d'inonder le marché, que Michelin n'est pas nécessairement suffisamment reconnu comme marque aux États-Unis pour pouvoir uniquement vivre sur ce. Et il dit, vous pouvez lui raconter tout ce que vous voulez sur les forêts d'EVA durables. Bon, voilà. Et donc, il faut qu'on trouve cet équilibre, parce qu'il faut arriver à convaincre aussi le revendeur, alors qu'il ne devait pas être en Californie, lui, mais au Texas. Mais bon. Mais oui, on a toujours envie d'aller plus vite, et oui, on manque de temps. D'un autre côté, comme disait mon ami Michel Rocard, si vous n'avez pas les populations avec vous en politique, vous êtes sûr que c'est un passeport pour l'échec. Voilà. Donc après, vous pouvez passer en force. Et il y a beaucoup de politiques qui sont passées en force, surtout dans les régimes à scrutin majoritaire, avec la possibilité d'avoir des majorités absolues, même quand vous n'avez que 25% des électeurs. Sauf qu'en général, ça fait mal derrière. Donc il faut toujours se méfier. Et moi, je reste un démocrate et un parlementariste absolu. Je pense qu'il faut laisser à la société aussi le temps de s'approprier les sujets, sinon ça ne marche pas. Voilà. Si les gamins, quand ils achètent des... Moi, je me souviens de ma fille quand elle voulait que j'achète une Prius. Là où dans ma génération, on voulait que son père il achète une Porsche ou je sais pas quoi, et ben elle avait vu, je sais plus, c'était DiCaprio, c'était cette génération-là, je sais pas, voilà, un peu plus jeune que vous, mais globalement, elle poussait à ça. Donc ça veut dire que la société dit, papa, j'ai pas envie que tu aies une grosse bagnole, j'ai envie que tu aies une bagnole qui pollue pas, parce que dans mon imaginaire et dans l'imaginaire autour de moi, bah, une voiture qui pollue pas, c'est bien. Et ben voilà. Il faut qu'on ait ça sur tous les sujets. Sinon, on va foirer. C'est triste, mais c'est comme ça. Bon, on peut passer un peu en force, hein, mais pas trop. Oui, je voulais poser une autre question, mais finalement, ce que vous dites amène celle-ci qui n'a rien à voir. Mais vous pensez que la société, enfin les citoyens sont pas prêts, ou qu'en fait, ils sont prêts dans le sens où ils adhèrent, mais c'est qu'en réalité, les politiques publiques ne suivent pas pour leur permettre de se mettre en adéquation avec ce qu'ils voudraient? C'est la poule et l'œuf, c'est une excellente question. Je n'ai pas la réponse. J'ai longtemps cru que le droit, en fait, ne précédait jamais la société, mais qu'il en était simplement le normatif. C'est-à-dire, en gros, quand on demandait aux juristes de mettre en musique quelque chose qui était quasiment déjà accepté dans la société. J'ai longtemps cru ça. Après, je me suis aperçu que non, et que parfois le droit avait un effet pour changer les comportements et pour aider à changer les comportements. Et ça, je m'en suis aperçu avec la fiscalité. Pourquoi est-ce qu'on a tous des... Enfin, j'en ai pas, mais pourquoi est-ce que tout le monde a des diesels? Tout simplement parce que l'État, à un moment, a décidé, l'État français et l'État allemand, qu'il fallait aider l'industrie automobile à vendre du diesel parce que c'est ce qu'on savait le mieux faire et que les Japonais n'en faisaient pas et que les Américains n'en faisaient pas. Et donc, pour aider l'entreprise, parce qu'on nous explique que les aider, c'est toujours les pauvres et les chômeurs. Enfin, bon, il y a quelques assistés également au niveau. Mais bon, c'est un autre débat. C'est un débat que j'aimerais bien un jour avoir quand même, parce qu'il faudrait quand même être honnête et objectif. Oui, on aide les entreprises, et moi je trouve ça normal. Mais je ne trouve pas normal que le patron du MEDEF systématiquement dénonce les autres en jamais disant qu'eux aussi sont des assistés, et pas qu'un peu. Il y a des milliards et des milliards qui sont investis pour les énergies fossiles, pour l'industrie automobile, pour l'aviation, pour l'armement. Et donc, j'ai jamais entendu d'assaut, moi, jamais.
pourtant je sais que je l'ai entendu Dassault, j'ai jamais entendu Dassault venir dire oui c'est vrai, on est assisté, mais c'est bien. Et dis-le, et personne ne t'en voudra de le dire. Oui, il y a une industrie en France, etc. On en pense qu'on veut, mais voilà. Bon, bref. Donc je pense qu'il y a les deux. Il y a des sujets sur lesquels la société est en avance par rapport au droit. Il y a une grosse résistance de la classe politique, parce qu'il y a aussi plein de vieilles habitudes, et puis vous avez toujours des juristes pour vous expliquer, c'est le principe d'Hirschman, le principe d'inanité, le principe de Brown. Vous avez toujours des grands professeurs qui vont vous expliquer qu'on ne peut pas faire ça. Pas possible. Donc il y a les deux. Il faut des visionnaires pour aider, pour construire pour anticiper le monde de demain et l'accompagner. Par exemple sur la fiscalité, mais pas que. Et puis il faut aussi que la société civile, la société bouge, quoi. Mais il faut que les juristes aussi s'approprient d'un sujet. Je vous garantis, enfin vous l'avez tous appris, mais quand Salehi et Josserand ont commencé à développer la théorie objective de la responsabilité des entreprises, enfin qui était à l'époque s'appelait pas des entreprises, la responsabilité du fait de la machine, eh ben ils se sont fait mais massacrer par la grande pensée entre guillemets. Et puis petit à petit ils ont gagné. Ils ont gagné, et pour nous ça apparaît naturel maintenant qu'il y a une responsabilité objective du fait des choses. Allez, non mais tout ça parce que des machines explosaient à l'époque et que le droit n'avait pas anticipé cette question-là. Et donc il faut aussi que le juriste fasse son boulot dans la société et qu'il la pense. Non, pas forcément, mais je peux. Allez. Non, j'allais peut-être juste dire justement sur le rôle voilà, des avocats dans le conseil et comment on peut contribuer à cette réflexion. Moi, ce que je vois quand même comme outil être de plus en plus déployé, et je trouve ça particulièrement intéressant, c'est parce qu'on est sollicité pour réaliser des cartographies. Et dans le cadre de ces cartographies, vous avez quand même pas mal de latitude pour débuter une discussion, une réflexion avec le client sur qu'est-ce que vous voulez exactement cartographier. Est-ce que vous voulez avoir une approche minimaliste? Est-ce que vous voulez avoir une approche qui englobe des relations indirectes? Quel est le périmètre? Et la puissance en fait de cet outil, c'est que ça vous permet de faire remonter des choses de manière très tangible, opérationnellement, et qui donne ensuite des points d'action, des recommandations qu'ensuite le client peut porter, que le client devient force de proposition et fait avancer ces sujets. Donc c'est assez harmonieux parce que finalement on apporte de la valeur en tant que conseil, on essaye de donner une grille de lecture, on apporte une méthodologie, mais ensuite en interne le client peut se mettre en position qui va véritablement proposer des choses et des actions aux décideurs, au business. Et ce que je trouve aussi intéressant dans le cadre de cette discussion, c'est d'essayer de voir un petit peu quels sont les vecteurs ou les mécanismes qui forcent les différents acteurs en présence à agir ou pas agir. Et je pense qu'on a différents exemples. Donc, si vous voulez, dans l'anticorruption, dans le domaine de l'anticorruption, on a eu une pression extérieure assez forte, parce qu'on avait au sein du groupe de travail de l'OCDE un pays qui était très actif dans ce domaine. Et c'est notamment une résultante de cette activité qui a conduit d'autres membres de ce groupe de travail, le Royaume-Uni d'abord et puis ensuite la France. Et les Pays-Bas? Oui, les Pays-Bas aussi, oui, à prendre des mesures. Comment? Oui. Les Américains, oui, mais et en fait, si vous voulez, il y avait un peu un phénomène de compétences glissantes, en fait, où finalement, comme tous les pays sont dans le groupe, ils s'observent les uns les autres, puisqu'il y a le mécanisme de monitoring, ils se disent, ah bon, c'est vrai que si ce pays agit, moi, je vais rester en retrait, je ne vais pas agir. Donc ça. Et dans le domaine de l'anticorruption, on n'a pas eu une poussée par le contentieux, j'ai envie de dire, qu'on peut voir notamment dans ce domaine, pour inciter les prises de décision et l'initiative. Donc, je crois que là, sur ce sujet-là, il y a vraiment plusieurs points de pression qui vont faire avancer les choses. Et bien sûr, sur la temporalité, je pense que c'est assez consensuel de dire que le contexte actuel devrait accélérer les choses. Juste un point, ce qui vient d'être dit est très très important aussi sur le rôle des avocats. Parce que ne laissez pas, enfin je le connais, c'est mon leitmotiv, mais
que les juristes ne laissent pas aux financiers et aux Big Four le monopole de l'analyse des risques et de l'analyse de la chaîne contractuelle. Battez-vous. Enfin, tu le sais, parce que je le dis à chaque fois, mais c'est le cœur de la machine. C'est pas un expert comptable. J'ai beaucoup de respect pour les experts comptables, mais moi, je vais pas aller contrôler tous ces comptes. Et nous, on doit analyser les contrats. Il faut que c'est pas en termes de marché. Enfin, c'est pas un gros mot le marché. Il faut que ce marché ne nous échappe pas. Nous avons la question des droits humains, la question des droits sociaux, et il faut qu'on s'appuie aussi sur des compétences externes, les questions de biodiversité, les questions de pollution. Il faut qu'on arrive à sortir de ce chape de plomb des Big Four qui détiennent 80 à 90% de toutes les analyses et qui veulent maintenant évidemment prendre l'extra-financier. Moi, j'ai essayé de mettre un double audit dans ma CSRD avec un audit extra-financier. Je me suis fait raser. Mais rasé. C'est-à-dire que enfin, vous n'imaginez pas jusqu'à quel point c'est remonté. C'est remonté dans tous les ministères de tous les pays membres de l'Union, y compris avec des très grands présidents qui ont la ligne directe avec le ministre et qui ont appelé en disant là, les conneries de Durand, ça va bien. Et je vous jure que c'est vrai. Enfin, pas pour les conneries, je pense qu'il parle mieux que moi, mais c'est une réalité objective. Hein. Si vous touchez à l'audit, si vous touchez au business des financiers et bah là, vous êtes. Mais il ne faut pas qu'on abandonne, hein, parce que sinon, c'est fini. Hein. Vous allez devenir juste vous. Alors là, pour le coup, je ne suis pas optimiste. Et les juristes vont devenir des sous-traitants. Je parle dans le milieu du business, hein, pas pour les divorces. Ça, ils ne vont pas y entrer, pas pour le moment. Mais dans le milieu parce que c'est quand même le cœur de l'entreprise au XXIe siècle. Cette question-là, elle est majeure. Il n'y a plus un jeune ou presque qui sort d'une école de commerce qui ne se pose pas la question de l'éthique de son travail. Vous l'avez vu en agro, vous l'avez vu aux mines, vous l'avez vu à l'X. Ça devient, et j'imagine, j'espère que c'est la même chose dans les facs de droit. J'y enseigne pas, mais j'espère que vous avez le même rapport quand même à la société maintenant. Et donc, il faut que vous soyez présent, parce que alors, je sais que c'est plus facile parfois à dire qu'à faire, mais et je sais que toi, tu t'y emploies. D'ailleurs, la formation est directement aussi liée à ça, mais ils ont une puissance financière qui est démentielle. Il faut qu'on soit plus intelligent qu'eux. Voilà. Ah oui. S'ils sont plus riches, il faut qu'on soit plus intelligent. On n'a pas le choix. Sur cet aspect-là, j'ai une question qui préoccupe les avocats, c'est de savoir comment s'orientent les débats sur la définition, la composition, le pouvoir de l'autorité de contrôle au niveau européen des professionnels qui vont être habilités à assurer les données. C'est une bagarre. Là aussi, on est au cœur de la machine. C'est une bagarre alors, vous savez que j'ai perdu sur l'audit et sur le fait qu'il y ait une certification, mais on a quand même gagné sur un point. On va pouvoir certifier sur les données extra-financières des entreprises qui ne sont pas du monde de l'expertise comptable. C'est-à-dire qu'on ouvre le marché des Big Four. Les Big Four vont être bien évidemment certifiés, mais on va pouvoir certifier des bureaux Veritas ou autres. Et je le dis et je le répète, il faut que des cabinets d'avocats, évidemment, qui ont la taille nécessaire, fassent les demandes de certification. Et ces demandes, donc ça, je l'ai obtenu. Et j'ai obtenu autre chose aussi, qui a été très très compliqué, mais j'avais fait un blocage, c'est-à-dire que je bloquais le texte. Si les actionnaires n'avaient pas la possibilité de demander dans les groupes, cotés notamment, une expertise indépendante sur ces sujets-là, sur l'extra-financier. Et je crois que ça a été 5% des actionnaires. Bon, c'est des petits trucs, mais... Et donc, c'est la question que nous allons là nous poser, c'est qu'il va y avoir une autorité nationale. Ce ne sont pas les autorités, la Commission n'a pas voulu, et puis là, qu'il y ait une autorité européenne. Il va y avoir une autorité européenne qui va chapeauter pour vérifier comment fonctionnent les autorités nationales. C'est un peu ce qu'on a avec l'EFSA ou d'autres. Mais là où on a une difficulté, c'est que tous les pays ne veulent pas le faire. C'est le problème des directives. Hein. Vous savez que la différence directive-règlement est d'application immédiate partout. La directive, elle doit être transposée, etc., etc. Donc, des États ne veulent pas le faire. Donc, ce qu'on a fait là pour contourner, ça veut dire que si on est certifié dans un pays, on peut agir, ça c'est le marché intérieur, dans les 26 autres. Voilà, donc on va avoir des certifications.
Elles vont être compliquées et pour le moment, je n'ai pas réussi à faire en sorte, c'est un des points que je veux essayer de négocier sur le peu de temps qui me reste de mon mandat, d'essayer d'avoir une autorité de certification qui soit pas l'AMF ou le H3C, c'est-à-dire qu'on ne soit pas uniquement sur les financiers ou les comptables. Voilà. J'aimerais tellement que des bâtonniers, que des voilà, puissent être autorités aussi certificatrices sur ces sujets-là, parce qu'en plus, il y a des compétences. Voilà, sur la question des droits de l'homme, je ne ferai pas l'injure de rappeler à mon voisin de droite à quel point le barreau, et notamment le barreau de Paris, donc on a une compétence. Non. Alors, oui, je suis d'accord, il va falloir faire attention, mais il faut trouver les bons cadres, il faut parfois accepter aussi sur le secret. Les commissaires aux comptes faisaient la même. Hein. Ils ne voulaient même pas donner aux avocats des informations au motif qu'ils étaient. Enfin, vous le savez. Hein. Donc, il faut qu'on soit constructif. Mais il faut qu'il y ait une grosse pression du barreau. Hein. Là, c'est du lobbying, pour le coup. Un lobbying transparent, mais un vrai lobbying. Est-ce qu'il y a encore une question? C'est l'heure de la bière. Eh bien voilà, nous sommes arrivés au terme de cette journée. Je remercie encore tous les intervenants, tous ceux qui sont venus à Bruxelles et tous ceux qui nous écoutent encore. Bonne soirée. Merci.